Pourquoi est-ce qu'on parle des influenceurs dans un événement qui finalement traite du contenu ? Parce que l'environnement des marques a changé. Donc avant, je pense que certains d'entre vous ont fait des études de marketing. Vous avez tous entendu parler des fameux 4P. Produit, place, prix, promotion. Et bien ça, c'est fini, complètement fini, obsolète. On l'a vu notamment dans les premières interventions, donc je ne vais pas m'étendre. Mais ce schéma n'est plus valable. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, le prix, la différenciation par le produit n'est plus suffisante. Les consommateurs, ils attendent quoi ? Ils attendent de vivre des expériences. Donc il faut vraiment leur proposer des expériences. Et du coup, c'est pas seulement mon produit qui va faire la différence. On a vu par exemple des marques comme le slip français, qui ont un produit en soi, un slip, on en a toujours eu. Et pourtant, ils ont vraiment réussi à créer une émotion autour de la marque qui fait qu'ils se sont démarqués. Donc ça, c'est très important. Deuxième point, every place. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, avec le digital, c'est plus je vends à un endroit. Je peux vendre dans différents endroits et j'ai des interactions avec mes consommateurs à différents endroits. Et ce qui est clé, c'est de réussir quoi ? Proposer le bon contenu à la bonne personne, au bon moment et surtout au bon endroit. Les consommateurs, ils veulent plus être interrompus aujourd'hui. Il faut réussir à les intercepter. Donc, c'est-à-dire la pub qui arrivait en plein milieu de mon émission, ça, j'en veux plus. C'est moi, aujourd'hui, qui décide où je vais et à quel moment, finalement, on réussit à capter mon attention ou pas. Prix, échange. Ce que je disais au début avec l'exemple du slip français, c'est pas le prix qui va faire oui ou non je vais acheter, c'est la valeur, l'émotion autour de cette marque. Donc c'est vraiment une histoire de valeur que la marque doit véhiculer et ça a été très bien présenté dans les présentations au début. Donc il faut penser beaucoup plus loin que simplement un prix attractif. C'est qu'est-ce que je vends, qui je suis, qu'est-ce que mon consommateur y reçoit en travaillant avec moi. Et enfin, promotion. Maintenant on parle évangélisme. Pourquoi ? Parce que on assiste à une véritable dispersion de l'autorité. On l'a vu avec le baromètre de la confiance d'Edelman, de différents aspects. Les consommateurs ne croient plus les marques, plus les institutions, plus les organisations. Et du coup, vous avez besoin de trouver des relais pour faire passer vos messages, pour qu'ils aient beaucoup plus d'ampleur, pour que ça ait beaucoup plus d'impact. De vous détacher un peu de la promotion pure et simple, comme je disais, de simplement balancer une publicité, et hop, voilà mon message, on n'en veut plus. Il faut réussir à faire passer vos messages par d'autres personnes. D'où mes influenceurs qui apparaissent comme quoi ? Comme les nouveaux tiers de confiance du digital. D'où l'enjeu pour les marques de vraiment réussir à les activer, à travailler avec eux pour évoluer dans ce nouvel environnement qui a eu lieu avec l'avènement du digital. Alors quand on parle d'influenceurs, souvent on pense simplement blogueurs. Les influenceurs, il y a différentes catégories qui vont répondre à différents enjeux et qui vont avoir différentes attentes. Donc, qui sont-ils ? Nous, on a travaillé sur ce qu'on appelle la pyramide des influenceurs, qui en fait essaie de cartographier un peu ces différents profils. Première catégorie, justement, Beyoncé. Ce sont les célébrités. Alors, une célébrité, c'est une star. Si on essaie de quantifier, on est aux alentours de 50 000 personnes. C'est une star qui, peu importe le sujet sur lequel elle s'exprime, c'est-à-dire que si Beyoncé nous parle des programmes d'assurance d'alliance, ça va avoir de l'écho, alors que, première vue, on n'associe pas forcément à ça. J'adore Beyoncé, donc je risque de la passer plusieurs fois, vu qu'on m'a chauffé un peu sur le sujet. Où est-ce qu'on peut les trouver ? Ils sont présents dans les médias, donc que ce soit les médias traditionnels, qu'on connaît tout, mais aussi maintenant sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire qu'ils s'expriment aussi à titre personnel, et du coup, c'est un nouveau canal à disposition des marques pour justement les utiliser. Ensuite, on a nos fameux leaders d'opinion, nos experts. Donc là, si on essaie de quantifier, on est entre 500 000 et 1 million de personnes, où là, on est sur une influence, c'est-à-dire verticale, par rapport à un sujet donné. Donc ce sont des gens qui ont réussi à se démarquer, à créer leur influence par rapport au contenu, justement, qu'ils produisaient, à l'expertise qu'ils ont démontré autour d'un sujet donné. Donc que ce soit le food, le marketing, ou des choses extrêmement précises, comme la réputation, le recrutement 2.0, ou différents sujets. Donc ça, c'est ma deuxième catégorie. Dernière catégorie, et hyper importante, on l'a vu aussi dans des présentations précédentes, ce sont ce qu'on va appeler des consommateurs. C'est-à-dire des personnes qui n'ont pas forcément 50 000 followers sur Twitter ou autre, qui ont une communauté qui va être restreinte, mais qui finalement va être beaucoup plus attentive à ce que ces personnes disent. Finalement, si on veut schématiser, ce sont vos amis, ce sont vos familles, ou vous testez un nouveau produit,
vous allez leur en parler, dire c'est super. Et comme on vous connaît très bien, on a vraiment confiance, on sait qu'on partage les mêmes centres d'intérêt, ça va avoir beaucoup plus d'impact. Donc si je regarde, finalement, en haut, j'ai une population très restreinte qui va être plus difficile à toucher parce que du coup, plus sollicitée ou starisée. Et en bas, c'est une population beaucoup plus large qu'on peut évaluer à plus de 50 millions de personnes, voire beaucoup plus aujourd'hui. Alors du coup, c'est ce que je disais, ces personnes, ce sont tous des influenceurs. On est tous influenceurs, on peut tous devenir influenceurs, on est tous influenceurs de quelqu'un. En revanche, ils ont des super pouvoirs qui vont être complètement différents. On compare dans la première catégorie, son pouvoir c'est quoi ? Beyoncé elle est populaire. Tout le monde la connaît, tout le monde l'écoute. Et du coup, peu importe, voilà, elle a cette aura, il y a des fans qui la suivent, qui l'écoutent. Et c'est ce pouvoir de popularité qui fait qu'elle est attractive et qu'elle est influente. La deuxième catégorie, leur pouvoir, c'est quoi ? C'est ce que je disais, c'est leur expertise, c'est leur crédibilité. C'est-à-dire qu'ils sont légitimes sur ce sujet et on sait que s'ils disent quelque chose sur ce sujet, c'est que ça a valeur et c'est que c'est probablement vrai. Donc eux, c'est vraiment au niveau de cette expertise qu'ils ont de la valeur. Et les derniers, c'est leur pouvoir de recommandation. Leur pouvoir, ils vont être actifs sur les réseaux sociaux et ils vont partager leur expérience. Et eux, ils peuvent du coup me permettre d'avoir différents avis sur les produits ou les services que j'offre. Donc si on schématise, en haut de la pyramide, j'ai finalement une portée énorme, c'est-à-dire que je peux atteindre beaucoup de personnes dans le monde, dans différents pays, avec un simple tweet ou un simple message. On l'avait vu avec Oprah Winfrey qui tweetait sur l'Actify de Seb. Ça a eu des retombées énormes. En revanche, dans la dernière catégorie, ma portée est peut-être moins importante, mais l'affinité l'est beaucoup plus. C'est-à-dire que ce qui va être dit va avoir beaucoup plus d'impact. C'est-à-dire que lorsqu'une star évoque quelque chose, ça nous touche, mais finalement, on le voit aussi d'un niveau global. Un message qui est émis par une star, finalement, c'est un peu aussi le sponsoring et la publicité comme on l'a toujours connu. Alors que quand c'est un ami, quelqu'un de mon cercle proche qui s'exprime, et là, j'y crois beaucoup plus et ça va beaucoup plus m'activer dans mon choix. Du coup, ce que je disais, ces différentes catégories, elles ont des attentes et des objectifs différents. Donc, en haut, on va être sur un scénario un peu de l'ambassadeur de marque qui a une attente, quoi ? De rémunération. Ce sont, comme je disais, beaucoup de contrats de sponsoring. Ça va jouer autour de l'image, c'est-à-dire qu'ils vont s'associer à des produits qui sont plutôt, qui sont en accord avec leur image pour rester un petit peu hype. Et l'objectif alors, on va faire toutes les attentes. Donc les leaders d'opinion, eux, leur objectif, leur attente, c'est quoi ? C'est de réussir à augmenter leur influence. On avait mené une étude chez Augur récemment sur justement les attentes des influenceurs et réussir à fournir à leur audience un contenu de qualité, c'était une motivation pour plus de 50% des répondants. Donc vraiment, ça c'est un enjeu et c'est là où le contenu va être clé, c'est de pouvoir travailler sur un contenu de qualité pour toucher ces influenceurs. La dernière catégorie, on peut envisager des objectifs beaucoup plus physiques, entre guillemets, d'avoir des avantages, des recommandations. Donc là, on va s'inscrire aussi dans tout ce qui va être intéressant de développer au niveau des programmes de fidélité, des choses pour activer ces potentiels ambassadeurs de la marque que sont mes clients sur les réseaux sociaux. Du coup, au niveau des objectifs, c'est quoi ? Premièrement, j'ai un objectif autour de la promotion, de l'image de marque. Qu'est-ce que je veux véhiculer ? À quelle tendance je veux m'associer ? Deuxième catégorie, là j'ai un objectif de notoriété, de créer la confiance, l'affinité, la légitimité. Aujourd'hui, les marques ont perdent de plus en plus leur légitimité, donc elles doivent la construire. Et ça passe aussi du coup par le contenu et par les collaborations avec les influenceurs. Dernière catégorie, mon objectif, il peut être purement d'impacter les ventes. On parle beaucoup aussi des RP, la communication, ces objectifs de notoriété. Aujourd'hui, avec le digital, c'est complètement faux. Enfin, on est tous... La marque, elle a un objectif de quoi ? C'est un moment, c'est d'être rentable. Enfin, que ce soit par des ventes ou même que ce soit une association, c'est de pouvoir continuer à exister d'un moyen ou d'un autre. Et du coup, tout doit être quand même pensé dans cette logique. Et du coup, ça n'a aucun sens de séparer complètement l'activité business de l'activité notoriété, et notamment dans une stratégie de marketing d'influence. Donc des attentes et des objectifs qui diffèrent. Et comment on procède finalement pour mettre en place ces stratégies d'influence ? Donc nous, ce qu'on préconise, c'est finalement, il y a deux approches. Soit j'ai une stratégie de conquête, soit j'ai une stratégie de fidélisation. Stratégie de conquête, c'est quoi ? Finalement, ce sont ces personnes, je vais les identifier, je sais qu'elles sont influentes, je sais qu'elles ont un pouvoir, je sais qu'elles pourraient m'apporter beaucoup pour ma marque, je dois aller les identifier.
Donc ça passe par quoi? Ça passe par des outils comme Augur pour identifier ces influenceurs, mais ça peut être aussi fait de manière avec des outils gratuits, que sont les Twitter, enfin que sont tous les réseaux sociaux, qui finalement vous permettent quand même d'identifier de potentiels leaders d'opinion. Une fois que je les identifie, je les écoute. C'est très important d'apprendre à connaître quand même qui sont ces cibles, et c'est pas juste tiens, j'ai vu que vous étiez un super blogueur du secteur food, voilà, moi j'ai un produit, j'ai un super yaourt, vous pouvez en parler? Ça marche pas du tout, il faut réussir à les écouter. Pourquoi? Pour créer sa légitimité auprès de ces cibles, apprendre, entrer en contact avec elles, construire la relation pour pouvoir ensuite et seulement les engager. Deuxième stratégie, là c'est l'inverse. On voyait avec le témoignage sur Alliance, ils se sont rendus compte qu'il y avait déjà plein de personnes qui parlaient d'Alliance sur les réseaux sociaux. Et c'est le cas pour toutes les marques. Vous avez forcément... je pense pas qu'il y ait une seule marque qui ait aucun client qui s'exprime sur les réseaux sociaux ou aucun, enfin, que ce soit une marque ou même une organisation. Et finalement, là, l'idée, c'est de voir, est-ce qu'il y a déjà des personnes qui parlent de ma marque ou de mon organisation dans l'environnement web? Et finalement, qui sont ces personnes? Est-ce que parmi elles, il y a des personnes influentes? Parce que pourquoi s'embêter à essayer de convaincre des personnes qui ne me connaissent pas, quand parfois on a déjà des fans spontanés, des ambassadeurs spontanés de sa marque? Donc là, l'approche est différente. Je cherche qui parle finalement de ma marque dans mon écosystème. Et ensuite seulement, je définis ma stratégie d'engagement. Comment est-ce que par rapport à la manière dont, toujours pareil, écoutez, de la manière avec laquelle on parle de moi, comment est-ce que je vais réussir à les engager pour les convertir en véritables ambassadeurs et réussir à en tirer un bénéfice et mesurer. Donc les résultats, c'est très important de mesurer quel est l'impact des actions. Et pour ça, il faut vraiment définir quel est l'objectif. C'est-à-dire, est-ce que je vais mesurer le earn media, l'évolution du trafic, générer des leads. Donc, si je travaille sur la notoriété autour d'un sujet, je vais peut-être pas avoir directement un impact d'un point de vue business. Donc, ça sert peut-être à rien de vouloir suivre tout un ensemble de KPI, lorsque, au final, il n'y a qu'un enjeu sur lequel on travaillait. Donc, voilà un peu des étapes pour essayer de procéder. Donc, si on récapitule, c'est identifier, engager et ensuite mesurer. Et pour finir, du coup, juste quelques exemples de marques qui, par rapport à ces différentes catégories d'influenceurs. Beyoncé. Je vous assure qu'on n'était pas synchro, mais bon, c'est comme ça. Du coup, l'Apple Watch qui est sorti il n'y a pas longtemps. Qu'est-ce qu'avait fait Apple? En avant-première, on envoie la montre à Beyoncé. Ça correspond complètement à l'image de marque parce qu'Apple, c'est un produit, c'est trendy. Beyoncé, elle est super trendy. Donc ça crée, l'objectif c'est quoi? Créer le buzz et jouer sur l'image de marque de la star, qui elle, se sent aussi flattée parce qu'elle est sélectionnée comme privilégiée. Et elle fait quoi? Spontanément, elle la porte et elle se photographie. C'est justement ce pouvoir qu'ont les réseaux sociaux. C'est que les marques, maintenant, elles mettent en avant leur vie sur ces nouveaux canaux. Et donc, sans que Apple lui ait rien demandé, elle se photographie au festival Coachella. Elle publie la photo sur son compte Instagram. Et forcément, tu as tout l'ensemble de sa communauté, ses fans, qui voient cette photo et voient la nouvelle Apple Watch. Et en sont déjà dingues parce que Queen Bee l'a. Et en bas, c'était à peu près le même schéma avec Karl Lagerfeld, encore super trendy. Donc ça peut être une expérience pour les célébrités. J'évoquais aussi le cas de Oprah Winfrey avec Actifry de Seb, qui a eu même un impact direct sur le cours de bourse, où on a vu qu'il avait pris plus de 4% après son fameux tweet. La deuxième catégorie, là j'ai pris Zalando. Donc au moment où Zalando a annoncé que Topshop allait être disponible sur le site, ils ont lancé une action avec 6 blogueuses. Donc l'idée c'était quoi? De pouvoir relayer les bons plans par rapport au lifestyle, les tendances, et surtout guider les choix des internautes pour choisir quel produit Topshop j'allais pouvoir sélectionner. Donc parmi ces 6 blogueuses de 6 capitales européennes différentes, ils leur ont demandé de définir un look Topshop. Donc ils ont fait pareil avec Topman pour les hommes. Au final, ça leur fait quoi? Ça leur fait création de contenu, c'est-à-dire que pour la campagne de lancement de Topshop, ces blogueuses, ces influenceurs, ils font le contenu pour la marque, et en plus il y a un relais sur les réseaux sociaux qui est énorme, puisque elles partagent, c'est complètement en adéquation avec leur secteur, qui est la mode, qui va être les nouvelles tendances. Donc le fait de pouvoir tester, mettre en avant des tenues Topshop, ça leur apporte un contenu aussi de valeur pour leur audience. Donc elles le partagent, et là directement aussi, on peut mesurer après un impact sur les ventes et faire le lien. Donc on dit souvent c'est difficile de mesurer, mais là il suffit de faire le lien entre les tenues sélectionnées et finalement au niveau des résultats, est-ce qu'il y a eu un impact sur les ventes ou pas? Dernière catégorie, donc là j'ai pris Disney, les social media moms. C'est quoi? En fait, Disney s'est rendu compte de quoi?
qu'il y avait plein de mamans qui étaient fans de Disney et qui voulaient transmettre à leurs enfants leur passion pour Disney. Et donc l'enjeu pour la marque, c'était de réussir à les activer. Donc la marque s'est rendue compte que ces mamans en parlaient beaucoup sur les réseaux sociaux, qu'elles étaient actives sur les réseaux sociaux. Donc quelle idée a eu la marque? Création du concept Disney Social Media Moms avec un hashtag qui fait que du coup je crée un peu une communauté autour de ces usagers lambda, puisque c'est ni Beyoncé, c'est ni le blogueur qui est connu, c'est juste une maman qui aime Disney et qui le partage sur les réseaux sociaux. Et au final, c'est quoi? Je fédère un peu cette communauté, j'organise des événements. Et qu'est-ce qu'on a remarqué? Qu'il y avait eu près de 30 000 tweets issus par les Disney Moms, près de 5 000 photos sur Instagram, des centaines de posts de blog lors du dernier événement. Donc là aussi, je réussis simplement en jouant sur l'affinité finalement qu'ont mes consommateurs avec ma marque, à créer de véritables contenus et à vraiment amplifier le message autour de ma marque avec ces relais que sont du coup les influenceurs. J'ai fini, promis. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ?